Alors, il a fallu résister au désir de livrer cette chronique dès qu'un élément nouveau apparaissait cette semaine, mais j'ai bien fait de résister parce que des éléments nouveaux, il y en a eu tout le temps, pas à Campagnol, non, dans le poste de télé, il se passe toujours quelque chose, et comme en ce moment la vie sociale à Campagnol est justement suspendue à ce qu'on entend à la télé, eh bien, Gustave est venu m'en parler tous les matins. Nous avons même eu la visite de l'instituteur et de l'abonné au Monde, avec qui la distance de sécurité sanitaire a été d'autant plus respectée ce matin-là qu'il passait le long du terrain de boule et qu'entre l'esplanade et mon jardin, il y a la rivière. Une rivière assez rapide, entre deux murs de 5 mètres, un genre de torrent un peu paresseux avec un pont à une seule arche. Donc Gustave m'a parlé de plein de choses, mais le début de son propos et le point commun à tout son discours, ça a été, figurez-vous, la fatalité. Ce qu'on entend en ce moment, c'est l'Angélus de 7 heures. Il m'a dit, au fond, tout le débat en ce moment, et surtout tout le débat pour l'après-confinement, un débat qui va se dérouler, crois-moi, au porte-voix, c'est qu'il y a des gens du côté du gouvernement qui commencent à dire c'est la fatalité, on pouvait pas savoir, etc. Puis d'autres qui disent au contraire la fatalité à la Bourdeau. Vous pouviez savoir, puisqu'on a les preuves qu'on vous l'a dit. C'est vous qui êtes responsable de n'avoir pas écouté ce qu'on vous disait. C'est un peu comme pour le naufrage du Titanic. D'ailleurs, les ressemblances sont assez nombreuses, me dit Gustave. Il y a insouciance dans les deux cas, excès de confiance, aveuglement de l'équipage, stupide course au record, je dirais économique, différence sociale scandaleuse devant le confinement, pas assez de chaloupes, des gilets attribués aux privilégiés, l'orchestre qui joue pendant le naufrage, sur les balcons, sur Internet. Alors ça m'a bien amusé d'abord, mais après j'ai joué un peu le contestataire théorique et je lui ai dit, ils sont quand même pas responsables d'une pandémie, c'est la nature qui l'a voulu. Il m'a dit, on parlera de ça après si tu veux. Moi ce qui m'intéresse, c'est pas la pandémie pour l'instant, c'est la crise économique. En admettant que la pandémie soit une fatalité, la crise économique en était-elle une? En d'autres termes, est-ce qu'on pouvait faire en sorte, me dit-il, que la pandémie n'entraîne pas de crise économique? Alors je lui dis alors, c'est quoi ta réponse? Eh ben moi, me dit-il, je crois que si les gens sont furieux en ce moment, c'est pas pour reprocher au gouvernement la pandémie elle-même, mais pour reprocher au gouvernement de n'avoir pas prévu que ça pouvait se produire et donc d'avoir foutu l'économie par terre parce qu'il nous manque des masques et des tests et des appareils respiratoires un peu partout. Comment pouvait-il prévoir? Lui ai-je dit, ben je vais te le dire, mais je vais attendre qu'Albert, l'abonné au Monde, qui arrive avec son chien, passe par ici comme par hasard et ça me permettra de lui réveiller son clou à propos du gouvernement, lequel, entre parenthèses, en ce moment même, répond aux questions parlementaires par visioconférence. Je ne sais pas si tu te souviens de la mascarade Benalla, et ben ça recommence. Je ne savais pas, les informations qui nous sont remontées, etc., ça c'est le discours officiel en ce moment. On ne sait rien et on ne se fie qu'aux spécialistes sur lesquels on renvoie la responsabilité de ce qu'on a fait ou pas fait. Je voudrais seulement, me dit-il, Gustave, que tu comprennes un truc, c'est que si il y a 5 ou 7 ans, pour gagner 10 millions d'euros sur le budget de l'État, le gouvernement n'avait pas décidé de ne pas renouveler les masques de protection, on en aurait pour les médecins, les infirmiers, les routiers, les magasiniers, les égoutiers, les éboueurs, les caissières, les conducteurs de bus, les dames de la poste, ben ça change absolument tout. Tout en cloîtrant les gens chez eux le soir, pourquoi pas, on pouvait travailler sans risque et sans en faire courir de risque, et donc l'économie marcherait à 60%, mettons, au lieu de 20% en ce moment. C'est pareil pour les tests. Si les gens avaient été testés, on n'en serait pas là, ils n'auraient pas peur d'autrui. Donc c'est simple, la crise économique, ce n'est pas la fatalité, c'est la conséquence d'une stupidité. Toi, par exemple, me dit-il, j'ai observé que le petit Gabriel, là, faisait de la maçonnerie chez toi, sur ton portail le matin. Donc toi, tu as eu un réflexe économique. Oui, alors ça, je concède que ça faisait des mois que j'avais envie de le payer en chèque emploi-service pour des petits travaux de ce genre, et là, il passe donc un mois sans pouvoir rien faire d'autre autre part dans le village. C'était le moment autre part que dans le village, pardon. C'était le moment de lui donner du boulot. Ça permet de ne pas avoir de trous dans sa trésorerie. Et moi, j'avais des économies pour ça. Et bien, me dit Gustave, nous au village, on emploie les gens comme ça parce qu'on n'a pas peur des gens sans masque. On sait bien que Gabriel ne va pas dans les brasseries à Toulouse ou à Montpellier. Mais si on avait eu des masques, tout le monde pouvait employer sans crainte son Gabriel et continuer à faire tourner l'économie, même à sa porte. Alors là, je lui ai demandé, toujours en profitant de l'absence de l'abonné, l'absence provisoire de l'abonné au Monde qui progressait vers nous, assez mollement avec son chien, je lui ai demandé
de me faire comme ça une projection, parce qu'une fois qu'Albert nous aurait rejoint, on partirait immanquablement dans la polémique sur les responsables et les pas coupables, etc. Donc je lui ai dit, à ton avis, comment ça va tourner économiquement? Et il m'a répondu d'abord plusieurs choses pas idiotes. Premièrement, m'a dit-il, on va probablement assister pendant 6 mois à la mise en place du revenu universel, le fameux, parce que sans ça, l'économie ne pourra jamais repartir. Ils te disent, on va calculer votre manque à gagner, puis vous serez indemnisé. Mais tu parles, me dit-il, me dit Gustave, ils ont déjà du mal à faire une carte grise sur Internet. Alors tu parles comme les PME vont toucher du fric évalué par dossier sur Internet. Qui va étudier le dossier? Comment va marcher le site Internet? En combien de temps ton entreprise ou toi-même vous serez crevé avant que l'argent ne soit débloqué? Donc, il faut qu'ils arrosent également à peu près tout le monde. Ils ne peuvent pas étudier chaque dossier. Je vais te raconter une histoire italienne, me dit-il. J'avais un oncle qui travaillait chez Piaggio, près de Pise, après la guerre. C'est eux qui ont lancé le scooter Vespa, avec des avances bancaires, de la reconstruction et des prêts d'État. Mais comme personne n'avait d'argent à cause de la guerre, ils se sont retrouvés avec leurs 100 ou 200 premières Vespa sur les bras, parce qu'elles étaient impossibles à vendre. Alors ils ont mis au point un système de crédit. Tu pouvais payer à temps par mois, c'était presque un devoir civique d'avoir une Vespa, de les acheter pour faire repartir l'économie. Et ça s'est super bien vendu du coup. Mais si tu donnes, mettons, 1 000 € par mois de plus que le chômage partiel à chaque ménage, comment tu fais, lui dis-je, pour qu'il le dépense en achetant de quoi faire repartir l'industrie? Et bien, il me répond, tu taxes ce qui n'est pas dépensé déjà. Et là, je sentais que Gustave commençait à imaginer à toute allure des solutions d'efforts de guerre, là, comme tous les gens qui n'ont pas de préjugés, et qui me les alignaient assez vite, très vite, trop vite, pour que l'instituteur et l'abonné au Monde qui approchait de nous n'entendent pas ce qu'on disait, parce qu'ils voulaient, eux, même pas entendre parler de solutions inhabituelles, à la Raoult, si vous voyez ce que je veux dire. Je me souviens donc plus de toute la liste de ce qu'il m'a, de ce qu'il a envisagé, mais il y avait notamment ce qu'il appelait l'épargne des grands chantiers. Il m'a dit que la France devait environ 2400 milliards de dettes publiques. Là, on lui propose de creuser encore entre 3 et 500 de plus de crédit auprès de la BCE pour faire repartir la machine. Mais ce qu'on te dit pas, me dit Gustave, c'est que les Français détiennent, eux, une épargne perso qui doit faire à peu près le double, c'est-à-dire à peu près 5 000 milliards. Et ben tu lances 5 ou 6 gros emprunts garantis pour la réfection du système hospitalier, des EHPAD, pour les travaux des petites lignes SNCF, pour l'indépendance pharmaceutique et informatique. Tu arrêtes de faire venir des travailleurs polonais ou roumains pour donner le travail aux Français. T'arrêtes de faire venir 200 000 immigrés par an qui d'ailleurs ne servent plus à rien parce qu'ils n'auront à l'arrivée ni argent ni travail. Alors là, c'est moi qui abrège, il y avait plein d'autres choses, d'autres idées, souvent même farfelues dans le plan d'action de Gustave, mais 2 choses m'ont frappé. Il voulait que la part du salaire qui n'est pas consommée soit taxée, et que l'épargne non utile, c'est-à-dire purement spéculative, soit taxée elle aussi, pour inciter les gens à consommer et à soutenir les producteurs qu'ils méritaient. Mais la seule chose que j'ai vraiment retenue, avant l'arrivée des 2 autres là, c'est qu'il m'a dit, le problème avec Macron, c'est qu'il ne fait pas partie des gens qui imaginent des solutions originales qui ne sont pas ces solutions dans les manuels d'économie. Du genre Steve Jobs, par exemple. Tu sais quelle est la différence entre Steve Jobs, Zuckerberg et même Bill Gates et Macron? C'est que Macron, il a essayé 4 fois de passer un concours pour réussir la 5e, avec donc de grandes difficultés, tandis que les autres ont laissé tomber leurs études tout de suite pour inventer des choses nouvelles et changer le monde sans avoir de diplôme et sans en vouloir surtout. Tandis que Macron a mis tellement d'énergie pour entrer dans le système avec un diplôme qu'il va pas en sortir, même dans un moment crucial et grave comme le nôtre. Donc c'est simple, il n'a pas le courage d'affronter la nécessité de sortir du moule. Il aime trop son moule, il a mis trop de temps à y entrer. Le problème, tiens, voilà nos avis. Le problème, c'est que nous sommes exactement dans le genre de moment historique où on n'a pas le temps de s'entourer d'un conseil scientifique et d'un haut comité, truc et machin, et de prendre l'avis de 14 personnes différentes. On doit se faire une opinion par soi-même et par l'intuition, me dit Gustave. On doit se dire, tiens, j'ai une bonne intuition, là je décide. Mais le nôtre, là, quand on voudrait qu'il parle, il dit je suis à l'écoute, et quand c'est lui qui parle, personne ne l'écoute. Il fonctionne comme tous les gens de son espèce. Il croit qu'en réunissant 12 spécialistes sur une question donnée, il va arriver à une idée de génie, mais c'est pas vrai ça. D'abord parce qu'ils se détestent tous, ces spécialistes, et surtout quand il faut plaire au prince. Ensuite parce que si le génie était la moyenne arithmétique des compétences de chacun, ça se saurait. Le génie, c'est plutôt, me dit-il, un oiseau qui vient se poser sur ton épaule, mais l'oiseau ne risque pas de se poser sur l'épaule de Macron. D'abord parce qu'il bouge tout le temps, ensuite parce que, à la limite, il en aurait peur, il a peur du génie.
parce qu'il n'en a pas. Il a déjà peur d'assumer ses rares choix, ses rares véritables décisions. Il te répète tout le temps qu'il s'en est remis à l'autorité scientifique. Ça fait un peu pitié. Tu imagines Napoléon là qui dirait dans ses mémoires Waterloo, moi c'est pas ma faute, j'ai écouté Guyot et Kellerman. Et là il s'est interrompu pour dire à l'abonné au Monde qui arrivait. Alors, toi tu as ton papier pour promener ton chien, et toi ton papier tu l'as, a-t-il dit aussi à l'instituteur. Alors moi, a répondu l'instituteur, j'ai mon papier, mais ce qui me gêne, c'est que sur ce papier, il n'y a pas de case à cocher déplacement autour du village suite à crise d'hystérie de la belle-mère. Ce qui est pourtant mon cas. La conversation a roulé sur ce ton-là pendant 3 minutes, et l'abonné au Monde qui avait envie de se disputer, visiblement avec Gustave, a dit tout de suite « Toi, tu dois être un partisan du docteur Raoult, hein ?» Et Gustave a répondu « Je ne vois même pas de qui tu veux parler. » Quoi? Avec ton côté complotiste, là, tu nous fais pas le cinéma habituel, dans le genre on nous cache tout, c'est notre héros, laissez-le sauver la France. Ben non, a dit Gustave, d'abord, on nous cache pas tout, on nous cache juste l'essentiel. Ah bon? Alors, moi j'étais étonné, et là Gustave s'est tourné vers l'instituteur pour lui parler, de loin, hein, je le rappelle, par-dessus la rivière, il lui a dit « Imagine un manuel d'histoire de France dans 100 ans. » Je précise, histoire de France. On te dit... Dans le manuel, le président Chirac, vers 2004, se lance à fond dans la coopération avec la Chine. La France transfère des technologies en masse, y compris dans le domaine biochimique. Un laboratoire est créé dans la ville chinoise de Wuhan pour étudier, entre autres, les virus dangereux. Mais les soupçons et les protestations sont tellement forts pendant 10 ans quand même, y compris en provenance des Américains, de l'OMS, qui se méfient beaucoup de la sincérité des Chinois, que le labo en question n'est inauguré qu'en 2017, 13 ans après, par le Premier ministre français, en présence du directeur de l'INSERM, de la ministre de la Santé, etc., de l'Institut Mérieux. Et là encore, 3 ans se passent, et paf, une épidémie féroce de portée internationale, mondiale, se déclare. Où? Aux Philippines, à New Delhi? Ben non, à Wuhan, à 2 kilomètres du fameux labo. Je te rappelle qu'on est encore là dans notre manuel d'histoire de 2120. Hein. Alors là, tu tournes la page de ton manuel d'histoire et tu essayes de voir qui a bien pu commettre une connerie au labo P4 de Wuhan. Et là, tu imagines si le manuel t'expliquait que le virus, en fait, est sorti d'un marché à la viande situé à 2 kilomètres du labo, mais que ça n'avait rien à voir avec le labo? Que c'est une pure coïncidence géographique? Non mais sincèrement, tu crois que les lecteurs du manuel d'histoire de 2120 vont gober ça? Alors pourquoi nous devons le gober en ce moment nous-mêmes? Je le savais, a dit l'abonné au Monde. En plein dans la théorie du complot, ça y est, je te signale que c'est scientifiquement impossible qu'il ait été créé par l'homme. J'ai lu un article là-dessus. C'est du pur délire de prétendre ça. Ah bon, a dit Gustave, et si c'est scientifiquement impossible qu'il ait été créé par l'homme, on peut savoir pourquoi le gouvernement chinois en a accusé publiquement les Américains, là, juste récemment. Bon, laisse tomber, a dit notre béni oui-oui, qui trouve normal, ça c'est moi qui parle, que le Premier ministre vienne faire une communication à la nation accompagnée d'une doctoresse qui est payée par 4 ou 5 labos. Laisse tomber, a dit le béni oui, je m'en fous, j'ai pas envie de parler de ça. En revanche, j'ai très bien entendu tout à l'heure, au sujet de Macron, t'as dit qu'il n'avait pas de génie. Eh ben toi qui en as, t'as qu'à me dire ce que tu ferais à sa place. Ben oui, je vais te donner un exemple, Gustave. Quand tu vas avec ton petit panier et ton papier d'autorisation à l'épicerie du village, là, qui fait partie du réseau Votre Marché, Viveco, Coccinelle, etc., ben, il y a un mec qui conduit le camion en provenance de la banlieue parisienne vers le dépôt régional d'Albi ou de Rodez et qui n'a pas de masque. Déjà, en tant que génie, moi, je lui en donne un de masque. Et quand je m'aperçois que ce type-là ne peut même pas aller aux toilettes chez Vinci Autoroute, malgré tout le pognon qu'ils nous ont pris en tant que président génie de l'action, je me fâche très fort. Je réquisitionne par ordonnance les toilettes et les restoroutes de Vinci en disant à Vinci, si vous protestez, on vous retire la concession et on nationalise. Seulement voilà, il l'a pas dit et il le dira pas parce qu'il a été fabriqué par Vinci et consorts. En revanche, il va physiquement encourager les fabricants de masques dans leur usine de la Meuse ou je ne sais où, après avoir laissé sa porte-parole te dire que le masque est inutile. Il nous dit qu'on en aura 10 millions par semaine dans un mois, alors qu'il en faudrait en fait 1 milliard lundi prochain. Il nous dit qu'il va falloir retrouver les responsables des erreurs du passé, alors qu'en fait on a un mail par lequel, en 2017, pendant sa campagne, le directeur de la santé d'aujourd'hui, qui a sans doute été nommé depuis pour qu'on le fasse taire, écrit au futur président, on n'est pas prêt à une pandémie, on n'a plus rien, etc.
Mais c'est bien simple, les pervers narcissiques, dit Gustave, n'ont jamais tort. La preuve, ils sont capables de déclarer « Je ne laisserai pas dire qu'on a été nul ». Mais moi je réponds, nous dit toujours Gustave, qu'on n'a pas besoin de permission pour le dire. On dit ce qu'on veut. Et puis s'il pouvait arrêter l'autre Gus là de nous balancer du celles et ceux tout le temps, sa maladie mentale est tellement repérable en ce moment que désormais, dès qu'on voit un type à la télé qui est atteint du syndrome celles et ceux, on se dit merde, encore un qui fait partie des zombies présidentiels et on s'en écarte, c'est devenu une marque d'infamie. Et là, l'abonné au Monde lui a dit qu'il s'égarait uniquement parce qu'il savait que j'allais reprendre ça dans ma chronique, ce n'est pas impossible. Il a décidé de revenir au professeur Raoult et à la chloroquine pour essayer de retrouver son terrain favori, qui est le populisme, les populistes, donc nous, ceux qui s'adressent directement au peuple et qui détestent plus ou moins les élites. Et Gustave a dit, je ne veux même pas parler de la chloroquine, je me fous de ce médicament. Je crois d'ailleurs que son principal effet secondaire, c'est que pendant 3 semaines, les mecs comme toi sont sortis du bois, vous êtes tous endoctrinés, vous sortez d'une secte, les Cohn-Bendit, les Romains Goupil, vous dites, j'ai pas besoin de faire un essai puisque les gens qui savent vous disent que ça ne vaut rien. Et là, Gustave s'est tourné vers moi comme pour me demander, hein, j'ai pas raison. Et je me suis souvenu là d'un moment de télévision assez lointain où j'étais moi sur le plateau d'Ardisson avec Romain Goupil, le fameux justement, et où il m'a fait le même coup à propos d'un livre que je venais d'écrire. Ardisson lui demande à un moment, vous l'avez lu? Et l'autre, le Goupil, là, lui répond, non, j'ai pas besoin de le lire pour savoir que c'est inadmissible, etc. Eh bien, le stalinisme français, c'est ça. Et je dis à Gustave, pour une fois. Et là, je suis d'accord avec toi, lui, et je dis, cette histoire de chloroquine a montré qu'ils sont partout désormais, et que le principal danger qui guette la France, ce sont ces gens sur lesquels l'oiseau du génie ne se posera jamais, et qui essaient de le chasser dès qu'il veut se poser sur l'épaule de quelqu'un. À bientôt, merci.